astăzi vom avea o emisiune orientată spre francofonie și o să-mi permit să vă prezint imediat invitații pe care i-am în platoul nostru. În fața mea se află Maryse Lapierre, membră în comitetul de programare al festivalului Carrefour International du Théâtre de Québec și alături de ea Harold David, copreședinte al Avignon Festival et Compagnie, care este asociația care organizează festivalul OFF Avignon. Ni se va alătura puțin mai târziu Julien Chiapone-Lucchesi, directorul Institutului francez din România. Et maintenant, on commence en français, ne vous inquiétez pas. Merci. Bonjour à tous les deux et merci infiniment de votre temps. Est-ce que vous êtes pour la première fois à Sibiu? Maryse? Moi, oui. Oui, vraiment, c'est une première complète. Et vous? Alors pour la première fois à Sibiu, oui aussi, une première. Pas la première en Roumanie, mais la première fois à Sibiu, oui, tout à fait. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici sur notre plateau parce que nous allons parler de l'organisation si délicate d'un festival de théâtre, un festival qui réunit, je ne sais pas combien de compagnies pour vous, mais chez vous, le OFF, quand même, c'est des milliers aussi de spectacles, non? Oui, c'est ça. Enfin, c'est cette année très exactement 1666 spectacles qui sont à l'affiche pendant les 3 semaines du festival, donc du 3 au 21 juillet. Avec, en termes de typologie de spectacle, on est sur un festival pluridisciplinaire, mais qui reste quand même avec une dominante théâtre, puisqu'il y a 900 spectacles sur les 1600 qui relèvent du genre théâtral, on va dire. Et puis le reste, ça se partage entre la danse, le clown, le cabaret, le cirque, le spectacle jeune public, la marionnette, enfin voilà, toutes les autres formes de spectacles vivants qui peuvent exister. Et ce qui est important aussi à noter pour le festival OFF, c'est que c'est véritablement un festival de création, puisque sur les 1600 spectacles que je viens de citer, il y en a 507 cette année qui sont des créations pures, c'est-à-dire des spectacles qui n'ont jamais été présentés ailleurs et qui vont faire leur première mondiale du coup au Festival OFF Avignon. Donc oui, c'est un festival qui n'a pas d'équivalent, en tout cas au niveau national français. En Europe, on est à peu près dans la mouvance, on va dire, du Fringe d'Édimbourg, qui est un de nos partenaires, bien entendu. Oui, c'est un des endroits forts de la création et de la diffusion du spectacle vivant francophone, mais aussi maintenant international, puisque c'est un des axes qu'on cherche à développer et qu'on travaille. C'est d'ailleurs une des raisons de ma présence ici à Sibiu. Est-ce qu'on peut expliquer quelles sont les différences entre le Festival d'Avignon et le OFF d'Avignon? Alors c'est d'abord une histoire différente, ça commence par là. 1946, Jean Vilar, donc grand metteur en scène, initiateur du théâtre populaire, crée le Festival d'Avignon juste à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, après avoir lancé une semaine d'art, voilà. Et 20 ans plus tard, donc 1966, André Benedetto, dans cette période un peu de contre-culture, de révolte contre l'institution, n'étant pas programmé par Jean Vilar, dit bah moi je vais me programmer tout seul, et voilà, et donc il crée sans le savoir en fait le OFF, parce que ça n'a pas été pensé ni imaginé, hein, il n'y avait pas de projet en fait, quoi. C'était vraiment une génération spontanée en réaction voilà, à l'institution, et une évolution assez rapide, non, progressive, rapide mais progressive quand même, pour le OFF, qui reste dans cette mouvance un peu contre-culture, un peu anarchique, etc., jusqu'au début des années 80. Ça commence à se structurer à partir des années 80. Il y a une vraie accélération pour le OFF à la fin des années 90 et surtout des années 2000. Parce que moi, je me souviens, j'ai fait mon premier festival OFF, c'était en 99, il y avait 600 spectacles. Donc vous voyez, c'était il y a 25 ans. 1666 aujourd'hui, c'est dire si en 25 ans, il y a eu vraiment une bascule qui a été engendré notamment par le fait que c'est devenu le premier marché du spectacle vivant indépendant francophone donc au niveau européen, et que de ce fait de plus en plus de compagnies ont souhaité venir participer à cet événement, et donc du coup il s'est structuré au fur et à mesure effectivement de ce développement. Et donc pour répondre à votre question, c'est quoi la différence? C'est que le festival
dit IN d'Avignon, c'est comme le festival de Sibiu, c'est un festival avec une direction artistique qui fait des choix, qui programme, qui produit véritablement l'événement, on assure la direction artistique, mais aussi qui achète les spectacles qui sont programmés, etc. Alors que le OFF, c'est ce qu'on appelle un open festival, un open access festival, c'est-à-dire que c'est un festival privé qui repose sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous avez des compagnies, des producteurs qui souhaitent venir participer à cet événement parce que ils pensent qu'ils vont y trouver une rencontre avec des professionnels, une expérience d'exploitation longue de leur spectacle, une rencontre avec la presse, mais aussi évidemment une rencontre avec le public, et que du coup ils investissent véritablement pour participer au festival. Et investir concrètement, ça veut dire quoi pour eux? C'est louer une salle de spectacle, payer leur voyage, leur salaire, leur défraiement, la communication. Enfin vraiment, ils sont en autoproduction de leur participation au festival, comme le ferait, je sais pas, un éditeur qui participe à un salon du livre, par exemple. La seule différence avec le OFF, c'est que, contrairement à un salon du livre qui dure en général quelques jours, là, c'est 3 semaines non-stop, et que c'est à Avignon qui se retrouve, du fait de l'accumulation entre le festival IN plus le festival OFF, dans une ville qui devient un théâtre à ciel ouvert, et qui, parce que c'est une toute petite ville, Avignon intramuros, il faut s'imaginer, même si Sibiu c'est plus grand, c'est pour vous dire, c'est 80 000 habitants à l'année, et en intramuros, à l'intérieur des remparts, là où tout se passe, parce que c'est une ville fortifiée médiévale, c'est 15 000 habitants qui, au mois de juillet, se retrouvent envahis par presque 400 000 personnes, visiteurs qui viennent, ce qui fait que vous êtes vraiment dans un théâtre à ciel ouvert. Donc voilà, la différence entre les deux, c'est que d'un côté on a un festival classique, on va dire, et de l'autre on a un événement qui est en fait une mutualisation de programmation faite par des théâtres indépendants qui choisissent selon leur choix personnels, leur goût ou pas d'ailleurs, voilà, les spectacles qu'ils souhaitent montrer au public. Ça se fait dans un cadre contractuel où ils sont prestataires de services pour les compagnies et les producteurs qui viennent donc payer pour avoir un certain nombre de services, dont la possibilité de montrer leur spectacle. Et nous, en fait, l'association, donc moi je suis l'un des coprésidents, a pour mission de coordonner cet ensemble très hétéroclite pour essayer d'en faire justement un événement qui est un festival sans être un festival. Qui a une cohérence quand même. Alors qui a une cohérence dans sa logique, c'est-à-dire être un lieu de monstration, de proposition, de découverte du spectacle vivant sous toutes ses formes. Ça, c'est sa mission première, et c'est la façon dont nous on envisage d'ailleurs aussi notre complémentarité avec le festival IN, qui lui a une vocation, comme ici à Sibiu, de montrer l'excellence de la création contemporaine française et internationale, et d'être une sorte de phare un petit peu, voilà, pour montrer ce qui se fait aujourd'hui et comment par la création. Et dans le OFF, on est plus du côté de l'émergence pour une grande partie quand même des propositions qui sont faites, mais aussi dans la diversité, puisque vraiment toutes les formes de spectacle vivant sont représentées, que ce soit du spectacle expérimental en passant par du spectacle de divertissement, de l'humour, enfin vraiment, voilà, on est dans une sorte de melting pot qui donne une image, une photographie de toute la diversité de la création contemporaine aujourd'hui, sans a priori, et c'est donc véritablement au public, aux professionnels, aux critiques, à la presse, etc., de faire le tri, j'ai envie de dire, à l'intérieur de cette offre multiple, et de créer son parcours de découverte au sein du festival. Nous, on ne peut pas être là pour dire, vous me posiez la question tout à l'heure, oui. Maryse, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le festival, etc. En fait, je n'en sais rien dans l'absolu. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux vous dire, selon mes goûts, voilà, il y a telle ou telle chose qui me semble intéressante, ou telle compagnie que je connais qui est bien, etc. Mais c'est comme ça, en fait, que la curation se fait à l'intérieur du OFF, c'est le bouche à oreille, c'est le public, les gens qui se parlent entre eux, qui se croisent aux terrasses des cafés, qui discutent dans les queues, les files d'attente avant de rentrer dans les salles, qui disent « Ah, mais moi j'ai vu ça, c'est génial, il faut absolument aller le voir, etc. » Et c'est comme ça que marche encore le Festival OFF, et c'est aussi pour ça qu'il a une fonction très spécifique, qui est très unique, de découverte, pour faire émerger justement des nouvelles paroles artistiques, parce que...
alors ça n'arrive pas à 100% des compagnies, hein, évidemment, mais il y a quand même un nombre conséquent de compagnies qui étaient totalement inconnues et qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec une dynamique de développement de carrière, de diffusion derrière, etc., grâce à cette magie, entre guillemets, de ce bouche à oreille informel qui fait que tout d'un coup, vous allez devenir le spectacle à voir, incontournable du off. Et ça, en fait, c'est difficile de le savoir à l'avance. Comme je vous disais, en plus, il y a 500 créations, donc personne ne les a vues. Donc c'est difficile, voilà, de dire parmi celles-ci quelles sont celles qui vont être bien ou pas. Et donc, vraiment, quand on est spectateur du off, qu'on soit professionnel ou public lambda, il faut être les yeux grands ouverts, les oreilles aussi grandes ouvertes. J'essaie de prendre l'avance avec vous. Du bruit du festival, de comment les choses résonnent pour voilà, choper la bonne information et être au bon endroit. Et c'est d'ailleurs une chose que le public, qui est un public très très fidèle à Avignon, il faut savoir que les spectateurs du off, ils voient en moyenne entre 10 à 12 spectacles quand ils viennent participer. Ça veut dire qu'il y en a qui en voient 100 hein, et d'autres qui en voient 3 ou 4, mais la moyenne c'est entre 10 et 12 spectacles. Et un de leurs challenges, et quand on discute avec les spectateurs, vraiment, c'est leur, comment dirais-je, leur profession de foi, presque, quand ils sont là-bas, c'est découvrir le spectacle avant tout le monde et être les lanceurs d'alerte sur le spectacle à découvrir, quoi. Il y a une espèce de quête comme ça, de découvrir la perle qui va faire qu'on va être parmi ceux qui vont être les prescripteurs, en fait, du spectacle à découvrir et à ne pas manquer. Et ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez unique, que même en ayant fait beaucoup de festivals un peu partout dans le monde, j'ai pas retrouvé. Alors je dis pas ça pour évidemment défendre l'off, mais c'est pour toute personne qui vient participer au Festival d'Avignon, au pluriel, il y a quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs et qui, je pense, est quand même beaucoup lié au fait que il y a une concentration extrême. Faut imaginer, c'est une ville où il y a 140 théâtres et 230 salles. On fait presque 25 000 levées de rideaux en 3 semaines dans le off. Donc c'est une effervescence qui est concentrée dans une toute petite ville de province, en fait, quoi. Et du coup, ça donne une énergie, une ambiance, une atmosphère qui est difficile à reproduire. Même à Édimbourg, je suis allé l'année dernière, qui est très très bien organisé, très bien fait aussi. C'est une métropole, il y a 1 million d'habitants, donc du coup, c'est pas du tout le même vécu et le même ressenti. Maryse Lapierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le Carrefour international du théâtre de Québec? Bon, alors nous, c'est sûr que c'est pas la même mesure, mais nous, on reçoit, c'est 1 fois par année. Ça dure 3 semaines, notre festival, c'est au mois de mai et au mois de juin. Et donc, on présente... Bonjour. On présente 5 spectacles. Habituellement, c'est 5 spectacles internationaux, parfois qui sont en français, d'autres fois en d'autres langues. C'est vraiment international complètement. Et on a 5 spectacles qui sont plus locaux. Québec, Montréal, le reste du Canada. Et on a aussi une partie qui s'appelle les chantiers. Ça, c'est pour les artistes de Québec qui ont des spectacles en chantier. Donc, ils font des laboratoires et ils présentent ça dans une autre section du festival. Et on a un événement qui est assez unique à notre festival qui s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant ». C'est un parcours urbain, donc on se promène dans la ville et on demande habituellement, c'est à peu près 5 artistes différents qui doivent créer des stations artistiques en s'inspirant d'un lieu qui souvent nous semble banal dans la ville ou qu'on ne remarque plus et qui trouvent une manière de le poétiser, de lui redonner vie, de le rendre un peu plus fantaisiste. Alors, voilà. Et comment on fait la programmation du festival? Je sais que vous êtes arrivé il y a quelques mois seulement. Il y a quelques mois seulement, donc c'est tout nouveau pour moi. Mais vous avez déjà vécu une première édition pour vous. J'ai vécu une première édition en tant que... je suis coprogrammatrice, donc j'ai 2 partenaires avec moi, Maxime Robin et Émile Beauchemin, qui sont des artistes de Québec. On s'appelle un peu le dragon à 3 têtes, là. On prend nos décisions ensemble, on explore aussi les propositions ensemble. Mais par contre, ça fait plus de 25 ans que je suis spectatrice du Carrefour. Alors, je connais le Carrefour très, très bien. C'est un événement qui est très, très, très important dans notre ville, étant donné que dans la ville de Québec, il y a une seule école de théâtre, le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, qui est très inspiré de Jacques Lecoq. On a quand même...
on suit tous un peu le même fil. Alors, quand arrive le Carrefour, c'est le moment pour les artistes de Québec de s'ouvrir au monde. C'est vraiment une porte sur le monde. C'est très, très, très important pour le public, pour les artistes, pour toute la communauté. Alors, oui, c'est vraiment cette position-là qu'on adopte. C'est celle de notre connaissance de notre public à Québec, de quoi on pense. C'est très émotif, là, mais c'est qu'est-ce qu'on pense qui est nécessaire actuellement, quel spectacle on sent qui doit être présenté, soit pour ouvrir par rapport à d'autres façons de faire de l'art, mais aussi par rapport à certains sujets qu'on trouve importants puis qui sont abordés de façon pertinente ailleurs. Vous êtes comédienne à la base. J'ai été formée en jeu et depuis 15 ans, je suis plus metteur en scène maintenant. D'accord. Et est-ce que votre regard a changé avec la prise des fonctions dans le comité de programmation? Mon Dieu, oui. Mais c'est encore, tu sais, j'apprends, là. C'est fantastique, c'est un nouveau défi vraiment stimulant. Tout ça s'est fait très rapidement. La rencontre aussi des 3 coprogrammateurs, 2 artistes que j'admire déjà, donc c'était facile de collaborer avec eux. Et quand on est arrivé, on dirait qu'on n'a presque pas eu le temps de le voir venir, mais quand est arrivée l'édition du Carrefour, la dernière édition, la 24e édition, c'était très, 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 très touchant de partager ces choix-là qu'on avait fait avec toute notre tête, tout notre cœur, avec le public, de voir la réaction du public. J'étais très fière de cet échange-là qui s'est passé. On commence à réfléchir à comment rejoindre le plus de publics différents possible. Comme on a décidé que, en fait, c'est très important pour nous d'avoir au moins un de nos 10 spectacles qui est destiné à la famille, donc qui peut être orienté vers les enfants aussi. On est en grande réflexion. On a aussi un nouveau joueur dans notre ville, qui est le Diamant, qui est le théâtre de Robert Lepage, qui a ouvert pendant la pandémie et qui présente à l'année des spectacles internationaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre ville. Il y a une pandémie, on a besoin aussi un peu de reconquérir notre public. Il y a le Diamant. Donc les 3, on est vraiment très motivés à trouver l'angle à adopter pour le futur, aussi avec tous les enjeux actuels. Nous a rejoint Julien Chiappone-Lucchesi, qui est directeur de l'Institut français de Roumanie. Cette année, le micro est ouvert. Cette année, il y a une saison française et francophone ici à Sibiu. La saison française est bien évidemment en lien avec le centenaire de l'Institut français de Roumanie. Avant de refaire un tour de table, je vous laisse nous présenter un peu vos coups de cœur et puis nous parler un petit peu de cette liaison de l'Institut français de Roumanie avec le festival de théâtre de Sibiu. Bonjour Michaela, bonjour à mes collègues à côté. Ça donne d'ailleurs envie d'aller à Québec oui. visiter le festival. Et je dois dire, Avignon également. Avignon, j'ai plus l'habitude. et c'est vrai que j'entendais parler de Robert Lepage. Finalement, il était il n'y a pas très longtemps à Craiova. Et comme on est tous... Pour le festival Shakespeare. Pour le festival Shakespeare, et puis qui est un très bon festival par ailleurs. Et je me souvenais aussi qu'un de mes premiers grands souvenirs de théâtre de jeunesse, c'était à Montréal, avec une pièce de Larry Tremblay qui s'appelait Abraham Lincoln va au théâtre, une espèce de mise en abîme extraordinaire. Et la créativité francophone générale, et donc plus précisément en ce qui concerne le Canada et le Québec, c'est aussi un bonheur pour nous, parce qu'on a accès directement à ces pièces et qu'on peut échanger très facilement. Et donc vous voyez qu'ici en Roumanie, c'est aussi possible d'avoir, comme vous le disiez Michaela, des saisons françaises et francophones au sein du, je crois, le plus grand festival du pays et le plus grand festival peut-être de la région. Et c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que nous sommes présents, l'Institut français et l'ambassade de France, auprès du festival de théâtre de Sibiu, parce que la relation entre la France et la Roumanie, ça sera d'ailleurs le sujet d'une conversation que j'aurai demain avec Matei Vichnek, qui sera animée par Octavian Țaiu. C'est une relation très spéciale. Elle remonte très loin dans le temps, elle remonte dans la relation franco-roumaine, je crois, en tant que telle. Il y a des grands noms qui sont
un peu comme des tutelles, enfin des ombres tutélaires sur cette relation avec Eugène Ionesco, évidemment, par exemple, dont on a lancé il n'y a pas très longtemps avec les éditions Nemira l'anthologie en roumain, avec la présence de Marie-France Ionesco à l'Institut français de Roumanie. Mais c'est aussi en réalité, dès l'après 89, quelque chose qui vient très naturellement, y compris d'ailleurs avec beaucoup de personnalités qui ont contribué au Festival d'Avignon, qui arrivent en Roumanie au lendemain de la Révolution et qui font ce fameux printemps de la liberté, Primavari Libertat. Et en fait, dans le printemps de la liberté, c'est une saison de théâtre qui va à Bucarest, puis qui ensuite tourne dans toute la Roumanie. Et il y a là des grandes figures aussi qui vont aller en France, qui sont très connues. Évidemment, je parle ici de Silviu Pulcarete parce qu'on est dans la ville dans laquelle il y a ce fameux Faust, que je compare un petit peu à la cantatrice chauve des chaînes UNESCO, et qui génère un tourisme incroyable. Mais c'est formidable, c'est formidable. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je m'en lasse pas. C'est quelque chose de très agréable. Et puis il y a Matej Vichnek dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a évidemment aussi des noms comme Karamitrou, etc. Enfin, on redécouvre cette relation théâtrale qui en fait n'a pas cessé, parce que la francophonie était un peu le ciment de tout ça. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une suite. Dans cette généaliste s'inscrivent des jeunes artistes qui sont présents à Sibiu. J'étais hier à la belle pièce de Eugen Gebeleanu, qui est une variation sur le film de Pier Paolo Pasolini de Théorème. Il y a Alexandra Badea, avec laquelle nous avons fait il y a peu de temps dans ce magazine Scena.ro, qui est un magazine très intéressant spécialisé de théâtre ici en Roumanie, un dossier sur le féminisme au théâtre en Roumanie et en France, une espèce de regard croisé sur la place des femmes, sur ce que ça veut dire aussi être une actrice, être une metteur en scène. C'est des questions importantes qu'on veut continuer d'ailleurs à porter, et on les porte avec Alexandra Badea, qui est une metteur en scène extraordinaire et qui est vraiment entre les 2 pays. On peut parler de Giannina Carbonariu aussi, qui est extrêmement créative et qui est très liée avec la France, mais beaucoup d'autres auteurs encore. Donc ce que je veux dire, c'est que ce lien, il est tellement vivant, qui nous permet ici, pour répondre à votre question, quand on célèbre le centenaire, en fait, on le fait au plus pur sens de ce que moi j'aime dans ce centenaire, c'est-à-dire de célébrer ce qui a été, mais de regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme, parce qu'en réalité, devant nous, il y a déjà beaucoup de choses, et on sait qu'on va pouvoir le cultiver avec ce que faisait, et je me réfère à ce que vous disiez tout à l'heure, les questions contemporaines, parce que le théâtre, c'est questionner aujourd'hui, et c'est pouvoir, d'une manière extrêmement créative, fluide, bien aborder des questions importantes. Et Dieu sait que nous nous en posons partout, dans tous les pays, et puis nous posons des modèles de vivre ensemble. Et en fait, le théâtre, c'est la vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc à Sibiu, c'est aussi ce moment très intense qu'on vit là. Alors, oui, il y a une saison française. Cette saison française, c'est toujours difficile pour moi de la décrire parce que d'abord, elle est nombreuse. Il y a 17 ou 18 compagnies qui sont là. Et elles sont toutes extrêmement intéressantes, que ce soit dans le indoor ou le outdoor. Peut-être que je fais une faute, parce que nous, en France, on dit parfois bien. Indoor, outdoor, mais peut-être je vais me faire corriger. C'est très choquant pour vous. Voilà. je sais que nos amis québécois... Voilà. Ben, merci. Voyez. Donc, extérieur-intérieur. Non, mais vous avez raison, j'étais sûr que j'allais... Voilà, donc extérieur-intérieur. On est là pour défendre la francophonie. Absolument. Mais, donc voilà, merci. Donc, extérieur-intérieur. Et puis, nous avons aussi, parce que la forme théâtrale est une forme extrêmement variée, et puis qui va au croisement d'autres formes d'art, et donc en fait on voit toute cette diversité là. Il y a aujourd'hui, je vais voir le spectacle de Hervé Koubi, Sol Invictus, donc on est évidemment sur la chorégraphie aussi, mais tous ont un message. Je parle aussi d'Hervé Koubi comme ça parce que c'est un message derrière, et ce message là, c'est aussi la façon d'envisager
l'art dans la société, mais c'est d'envisager le rôle de l'artiste aussi. Et je crois que Sibiu est un moment particulier parce qu'on se sent bien à Sibiu. On était hier avec Isabelle Adjani, ce qui n'est pas rien, pour l'imaginaire, le symbolique, pour tout ce qu'elle représente. Et je crois que parmi tout ce qu'on a pu dire avec elle, ce qu'elle a le ressenti de plus fin et de plus important et qui me semble le plus significatif à Sibiu, c'est qu'à Sibiu, les choses sont comme elles devraient être, alors que dans beaucoup de festivals, et je ne crois pas le vôtre, eh bien, on est passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que on ne fait plus... on n'est plus dans cette simplicité, dans cette capacité de nouer des liens de façon simple et bienveillante, cette capacité de se dire nous sommes ici et en fait c'est pour l'amour de l'art, mais aussi pour dire des choses, pour inventer des choses ensemble. Et c'est vrai qu'on ressent ici cette capacité de tout simplement être soi, parler avec l'autre et de ne pas avoir ces barrières très différentes qui sont parfois imposées par certaines modes de faire qui parfois nous met en silo. Ce n'est pas le cas ici, on est vraiment tous ensemble. Ça se passe pareil, je pense, dans le Hof d'Avignon, non la recherche de cette pureté, la recherche des thèmes. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que vous, pour vous, il y a des tendances un peu dans ces spectacles qu'on vient proposer dans le Avignon Hof? Oui, c'est certain, il y a des tendances, elles sont difficiles à identifier compte tenu de la masse de spectacles, mais on voit cette année, quand on a essayé d'interroger un peu les différents thèmes récurrents qui sont traités par les spectacles, la question par exemple des violences sexuelles font partie des sujets vraiment de société dont se sont emparés les créateurs aujourd'hui. Le rapport à l'écologie, à la mutation nécessaire de ce monde font aussi partie des sujets qui sont traités et réinventés par des langages dramaturgiques spécifiques. Donc il y a effectivement ces thématiques-là. C'est difficile quand même de pouvoir vraiment en sortir quelque chose de lisible parce que la diversité est telle que il faudrait 1600 spectacles. 1600 spectacles, il faudrait vraiment faire une analyse très pointue des choses. Et en plus, la diversité non seulement des spectacles, mais aussi des genres représentés, fait que y a certains genres qui vont aller plus sur certaines thématiques que d'autres, etc. Mais oui, ce que le spectateur en général renvoie de son expérience du Festival d'Avignon, c'est qu'il vient chercher un miroir du monde, un miroir de la société contemporaine et pour savoir où il en est, qu'est-ce que les artistes ont à lui dire et comment est-ce qu'ils peuvent éclairer ou venir nourrir leur vision ou leur réception du monde dans lequel ils vivent. En tout cas, c'est cette expérience-là, ça on en est certain que les spectateurs viennent chercher au travers de cette diversité où ils vont forcément à l'intérieur des 1666 spectacles trouver, je ne sais pas si c'est des réponses, mais enfin en tout cas des échos à leurs problématiques et à leurs préoccupations. Oui. De notre côté aussi, je sens, mais c'est pas pour tous les spectacles, mais que les spectateurs ont envie de vivre une expérience dans laquelle ils ne sont pas invisibles. Il y a beaucoup de spectacles qui abolissent complètement le quatrième mur, où les spectateurs font partie du spectacle. Puis je pense que c'est le résultat d'un après-pandémie. Là, pour moi, c'est évident. Les gens ont envie de se sentir vivants ensemble. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué dernièrement sur les scènes à Québec. Ouais, l'expérience immersive, ça c'est vrai que de plus en plus on voit les jeunes, je crois que c'est peut-être le cas aussi à Avignon, vous pouvez peut-être le confirmer, mais cette expérience de théâtre immersif et puis le théâtre qui finalement est complètement en lien avec la société. Il y a vraiment cette diversité. Et ici, je trouve que c'est aussi sensible. Et je pense que c'est intéressant peut-être de voir quand même ces tendances. Alors c'est difficile, je conçois, de voir cette extraordinaire diversité du Festival Hof d'Avignon. Mais je pense que des tendances, en tout cas, que nous, on voit de très loin, ce sont quand même ces tendances-là, d'être, comme vous disiez, d'abolir quelque part le quatrième mur au théâtre. Ouais. C'est l'idée le Carrefour, nous, on essaie de le voir comme une fête aussi, vraiment comme une... En plus, c'est le printemps.
c'est le printemps au Québec, c'est quelque chose, là. Parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Il y a une grande différence. Oui, c'est vraiment, les gens sont complètement fous parce que enfin, on enlève nos gros manteaux, on sort de nos maisons, on peut se rassembler sur la rue. Donc, le Carrefour arrive exactement à ce moment-là de l'année. C'est vraiment ce qu'on essaie le plus possible de créer, c'est une fête. Et je pense qu'on a vraiment besoin de fête en ce moment, de faire la fête ensemble. Et le off, il permet ça aussi très facilement. Enfin, on s'en est vraiment rendu compte l'année dernière, en 2023, qui a été une année extraordinaire. C'était une édition, on n'a jamais eu autant de monde, mais aussi où on a retrouvé un esprit qu'on avait presque oublié à cause de la pandémie et des années de reprise derrière qui ont été compliquées. 2021, c'était une édition très dégradée. 2022, c'était pas encore ça. Et on a vraiment senti cet appel du public qui avait une joie, non seulement à aller voir des spectacles, mais être partie prenante d'un événement collectif, d'être rassemblés ensemble pendant ce temps très particulier qui est celui du festival. Et où, comme j'expliquais tout à l'heure, la configuration d'Avignon fait que vous êtes dans une marmite bouillonnante en permanence, qui fait que ce rapprochement, ces retrouvailles avec l'autre et une expérience collective qui est celle du spectacle vivant, vient répondre à un besoin d'humanité, je crois, tout simplement. Et c'est vrai que là, bon, je vais en dire deux mots quand même. Pour cette édition 2024, on est très circonspect sur la manière dont elle va se passer, parce qu'elle se fait dans un contexte très particulier, avec des dates qui sont décalées à cause des Jeux Olympiques, mais aussi un contexte politique qui forcément va impacter très directement le festival, et dont on sait que Avignon, c'est toujours été une caisse de résonance de l'histoire nationale en France. Donc on sait que ça va pas être la même ambiance que l'année dernière, ça c'est obligé, parce que le contexte est tel que être en France, pays des Lumières, etc., et peut-être se réveiller le 8 juillet avec une autre configuration de notre environnement politique, ça fait que ça va être... la parole de la France ne va pas pouvoir être audible de la même manière si jamais on est dans cette configuration-là. Et dans cette terre avignonnaise où le débat, la pensée, la création, la liberté d'expression, etc. sont des fondamentaux, c'est sûr que ça va créer une ambiance très spécifique. Ce qui est vrai, c'est que le contexte, une autre configuration politique, ça inquiète également le monde du cinéma, qui se pose à juste titre, je pense, des questions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de faire des films de la même manière? Est-ce qu'il va falloir reviser tout? Pour terminer, je vous propose qu'on discute un peu de l'avenir d'un festival de théâtre, parce que ça, avec les questions écologiques, on en discute de plus en plus de comment déplacer des spectacles. Ici aussi, la question se pose chaque année. Je sais que la même question se pose également pour les grandes expositions qui sont censées circuler à l'international. Est-ce qu'il y a un impact déjà sur la programmation, par exemple, de l'Institut français de Roumanie? Est-ce qu'il y a un impact pour Avignon? Est-ce que pour Québec, la question se pose de la même façon? Qui voudrait commencer? Allez-y. Nous, cette question de la transition éco-responsable du Festival Off, elle fait partie des axes de travail de notre projet associatif depuis 2 ans. On a évidemment, dans un événement où il y a 350 000 spectateurs, l'accumulation d'à peu près toutes les tares et tous les problèmes que... Voilà. Enfin, je veux dire, faire un festival comme ça, c'est pas éco-responsable. En fait, rassembler des gens venant des 4 coins du monde dans un temps, dans un espace-temps très limité, forcément, ça engendre une empreinte carbone délirante, de la gestion de déchets en dizaines de tonnes, etc. Enfin, vraiment, on cumule toutes les tares. Et on est en plus dans une région qui est au sud de la France, qui est victime aujourd'hui du dérèglement climatique, qui fait que, d'ailleurs on va avoir une table ronde là cet été pour en parler, fait qu'on a vraiment des défis et des questions très existentielles qui se proposent devant nous, parce que par exemple cette question du dérèglement climatique, ça fait 2 étés qu'on a des températures qui descendent pas en dessous de 40 degrés pendant tout le festival. On n'est pas certain qu'à un moment donné, la question de la désaisonnalisation des festivals va pas être rendue obligatoire, parce que juste ce sera intenable d'être en festival à cette période-là, en été. Donc c'est un vrai défi, et qui n'est pas un horizon, on ne parle pas dans 100 ans, on parle de quelques dizaines d'années comme éventualité. Donc ça, c'est un vrai enjeu.
On a ensuite, effectivement, sur la question de l'empreinte carbone, de grosses difficultés à agir sur l'empreinte carbone qui est générée par la mobilité des publics, parce que Avignon est très mal desservi. Enfin, ça n'a pas été pensé, en fait. C'est pas une ville qui a été pensée pour accueillir autant de monde en aussi peu de temps. Et donc, du coup, on a une hyperconcentration qui engendre voilà, une empreinte carbone très forte. Là, on a lancé cette année une expérimentation qui vient d'ailleurs du monde de l'art et de transport des expositions, etc., pour agir à un endroit où pour nous c'était possible de le faire, c'est sur la réduction de l'empreinte carbone du transport du matériel et des décors des compagnies qui participent au festival. Parce que je disais 1600 spectacles, c'est à peu près 1300-1400 compagnies qui jusqu'à présent avaient une démarche individuelle pour venir à Avignon. Donc on avait en gros une migration de 1400 camionnettes qui faisaient des allers-retours voilà, pour amener des décors. On a lancé là cette année une opération expérimentale qui a très très bien fonctionné puisqu'elle est en cours là actuellement et dont on sait que maintenant elle va pouvoir prendre un essor et être reproductible à grande échelle, qui est de faire du transport mutualisé par fret ferroviaire du matériel et décors des compagnies. Et donc on a lancé ça cette année et ça permet de réduire, si on y arrive, pour le généraliser à au moins 50 à 60% des compagnies qui participent au festival, une réduction par 100 en fait, de l'empreinte carbone générée par ce type de déplacement. Donc oui, bien sûr, c'est un sujet. Bien sûr, on a une vraie responsabilité à s'en emparer et à inventer des moyens de réduire ou de diminuer ou de réguler en tout cas l'impact écologique, sachant que en fait, si on voulait être vraiment responsable, il faudrait qu'on fasse pas de festival concrètement, parce que c'est contradictoire avec voilà, les impacts qu'on sait. Donc c'est comment arriver, c'est bien pour ça qu'on parle d'éco-transition responsable, c'est comment est-ce qu'on arrive à la fois faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire que des gens se rendent compte que toutes les expériences qu'on a évoquées tout à l'heure et qui sont évidemment et éminemment importantes pour l'humain existent, sans pour autant voilà, avoir détruire la planète dans laquelle on vit, quoi. Voilà. Mais c'est une équation qui n'est pas simple et au niveau international elle l'est encore moins, parce que qu'est-ce qui justifie que les uns et les autres on fasse des milliers de kilomètres pour venir à Sibiu ou à Avignon ou ailleurs à l'heure où... Pour moi c'est très important parce que cet échange, on est d'accord, mais ça a un prix, ça a un impact, et derrière comment est-ce qu'on arrive à rationaliser derrière, enfin c'est surtout ça l'enjeu, je crois, tous les débats qu'il y a actuellement sur l'internalisation et la mobilité des artistes internationaux, c'est comment arriver à construire des tournées qui soient cohérentes et qui fassent que on soit sur une efficacité, on va dire, du rendement par rapport à l'impact qui est généré. C'est vrai que quand on discute avec le festival d'Avignon, avec Thiago Rodriguez ou d'autres festivals qui font venir des énormes formations pour une date ou deux dates de l'autre bout du monde, on est en contradiction avec cet équilibre-là. Et en même temps, pour l'instant, personne n'a de solution miracle pour répondre à cette problématique-là, à part travailler très 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 en amont et arriver à construire des tournées mutualisées qui fassent que si les gens viennent, ils viennent pas juste pour une date, mais que l'impact soit réparti finalement sur des exploitations plus longues et plus diversifiées. 4 minutes à se partager. Maryse. D'accord, je vais aller rapidement, mais nous, c'est la même chose, surtout étant au Québec, dans un îlot francophone. C'est pas toujours si facile de trouver avec qui partager ces déplacements-là. Il y a même des compagnies européennes qui ne veulent plus venir, qui ont refusé de venir au Québec parce qu'ils disaient non, on ne viendra pas pour seulement 3 dates par rapport à l'environnement et tout. Alors, c'est sûr qu'il ne faut plus travailler en vase clos. Il n'y a plus de chasse gardée, là. On n'est plus là. Il faut se parler. C'est vraiment ce que la nouvelle équipe qui est au Carrefour, on s'est dit il faut parler à tout le monde dans notre coin pour organiser des tournées plus longues, plus larges, que ça vaille la peine de faire venir justement là, des grandes équipes. Alors, tout est dans la communication pour la suite du monde. Le mot de la fin. Oui, je crois que Harold David l'a bien dit, la question en fait est existentielle, celle que vous posez. C'est la question de l'existence même des festivals. Et si on veut aller au bout de la logique, il n'y a plus de festivals, c'est vrai. Aller au bout de la logique, ce serait dire, en fait, ce serait un petit peu
un échec, parce qu'au bout de la logique, de façon immédiate, c'est tout simplement pas possible. C'est pour ça qu'on est dans l'atténuation, la transformation. Ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, on essaie de soutenir. Je donnerai un exemple, Théâtroscope, qui existe depuis longtemps dans la région, qui permet justement de mutualiser les tournées. C'est pas grand-chose, c'est aussi... mais je crois que c'est de mettre ça à l'ordre du jour de façon permanente, et c'est aussi la capacité de se dire de renoncer à certaines choses, de décentraliser certainement, d'avoir des idées créatives. C'est très bien que depuis des gens qui réfléchissent, The Shift Project en France a fait il y a quelques années quelques propositions qui sont toujours d'actualité sur le monde de la culture et la réduction et l'atténuation. Mais c'est avec eux qu'on a construit le projet justement de fret mutualisé. Ouais. Avec eux, le fret mutualisé, vous avez dit, c'est de plus en plus nécessaire de se mettre aussi des limites. Et je crois que pour l'instant, on est dans cette liberté de création pour pouvoir inventer bien des éléments concrets. Mais il faut se mettre ça, quand je dis à l'autre du jour, c'est-à-dire il faut se mettre ça comme vraiment des limites concrètes. Et ne pas considérer que c'est optionnel, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, pas jusqu'à la fin du festival, mais justement pour arriver à transformer les festivals de sorte que, avec beaucoup de créativité, on arrive à vraiment agir sur ce plan-là et que ça ne soit pas uniquement incantatoire, parce que c'est nécessaire. Merci infiniment de votre présence. Je vous souhaite un très bon festival et puis bon retour chez vous, et j'espère vous revoir l'année prochaine ici à Sibiu. Merci. Merci beaucoup.